Je vous remercie d'être là. Ce soir, on va faire ce qu'on appelle un décryptage et un décryptage à la loyale des méthodes de manipulation utilisées par le système à notre insu. Et cette fois-ci, c'est le discours de Philippot, Florian Philippot, que je vais prendre. A priori, le discours apparaît comme un discours de dénonciation de quelqu'un qui est opposé à ce qui se passe. D'accord? Mais quand on analyse la profondeur du discours, on se rend compte que, comme tout le reste d'ailleurs de ces discours, c'est la matrice qui se joue de nous. Retenez bien ceci. Retenez bien ceci. Aucune personne, je dis personne, dans le système ne peut prétendre le combattre. Celui qui se joue de la démocratie, qui se joue de vos votes, qui vous promet un avenir clair dans ce mécanisme dit démocratique, se joue de vous. Donc là, on va utiliser l'interview de Florent Philippot et je vais vous montrer en quoi et pourquoi est-ce que ce document, ce post, est une arnaque. Il m'arrive souvent de faire des petits décryptages de ce qu'ils appellent actualité. Et malheureusement, c'est toujours scraqué les 3 quarts de temps, saboté. Là, j'ose croire que son discours, le fait que je vais le psychanalyser, ne va pas faire l'objet d'une censure. Donc, je suis en train de réfléchir si je le mets en tout petit quand même ou pas. Je vais tenter. On verra bien. On verra bien. De toute façon, au stade où on en est, on n'a pas grand-chose à perdre. Hein. Normalement, ce que je fais là, ça s'appelle un usage loyal. On utilise un document pour le critiquer. Mais il n'y a que quand nous, on fait ça, paf, ils viennent supprimer le live en coup de route. C'est impressionnant quand même. Hein. Ah, il y a du monde aujourd'hui. Ok, allez, c'est parti. Alors, déjà, on va commencer par les tout petits éléments de langage. J'espère que la qualité du son sera bonne. Allez, c'est parti. Ah oui, je copte une conversation, un échange entre 2 personnes, pour ne pas les citer, 2 êtres, pour ne pas les citer. Une travaille dans le milieu hospitalier. Et elle dit, oh non, je crois que je vais me vacciner. Je me suis vacciné dernièrement contre la rougeole, puisque je ne l'avais pas contracté à mon enfance, ce que je comprends. Ce que je veux bien comprendre, autant pour moi. Et là, je vais me vacciner contre le coronavirus. La personne de l'autre côté du fil lui dit, mais est-ce que tu as été quand même te renseigner sur ce vaccin? Parce que eux-mêmes, les médecins, ils ne s'accordent pas sur le sujet. Tu sais que c'est quand même un vaccin ARN. Est-ce que tu sais ce que c'est? Et hop, ils se mettent à causer et ils s'envoient des documents pour voir ce que c'est. En fait, l'actualité se passe. On reçoit quelques informations, mais les gens continuent à suivre la télé. Mais à fond, quoi. Et cette dame
dit donc après avoir regardé ces documentaires, et dit à l'autre, ne me dis pas que tu es devenu complotiste quand même. Et la personne qui se fait traiter de complotiste lui dit, mais c'est le docteur Montagnier, c'est le docteur Foutillon, c'est plein de médecins qui se sont réunis et qui ont travaillé sur cette question. Donc tu les considères comme des complotistes? L'autre ne savait plus quoi dire. Et elle dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Tant qu'à faire, je préfère me vacciner. S'il y a un problème, c'est pas grave. Ça, ce sont des choses assumées. Sur ce, il y a un autre coup de fil que je reçois pour le coup. Et l'être que j'ai au bout du fil me dit, mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Je dis quoi? J'étais chez le médecin et le médecin me demande de mettre le masque parce que la visière ne protège pas. Donc, elle avait une visière transparente. Ça ne protège pas. Il faut un masque. Et sur ce, ils se mettent à échanger. Et l'être qui était chez le docteur lui demande, mais au fait, quand est-ce qu'on va sortir de cette histoire? Et le docteur qui lui dit, franchement, je ne sais pas encore. Ah oui, je tiens à préciser que le docteur lui dit, je fais partie de l'ordre des médecins et nous savons ce qui se passe. Voilà l'affirmation au début du médecin. Pour imposer à l'autre de mettre le masque en disant que la visière ne tient pas. Voilà. Et donc, une fois qu'ils ont dit ça, et que la dame lui pose la question, mais alors, quand est-ce que ça va terminer? Il dit qu'ils ne savent pas. Il a affirmé dès le départ qu'il faisait partie de l'ordre des médecins et qu'ils sont mieux informés que quiconque. Et dans la conversation, il s'évade et il dit, mais franchement, entre les informations que nous avons pour le moment de BFM et nous-mêmes, on ne sait pas. Et donc, la personne en face lui dit, mais vous suivez vos informations de BFM ou de l'ordre des médecins, du conseil de l'ordre des médecins? Et le médecin lui répond que, en fait, ce sont les laboratoires qui prennent contact avec les chaînes mainstream. Donc, eux, ils sont informés, les médecins sont informés de ce qu'il en est. Même les médecins de l'ordre, du conseil de l'ordre, sont informés de cette question à travers BFM, VC et autres qui, eux, vont chercher l'information dans les laboratoires et les laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et quand la patiente demande au médecin quand est-ce que ça finit, il lui dit que ça peut prendre 3 ans. Comment ça, 3 ans? Il dit, ben parce qu'on n'est pas sûr du vaccin. On n'est pas sûr du vaccin. Donc, eux, en tout cas, à l'ordre des médecins, ils savent que le vaccin n'est pas encore au point. Et donc, ça peut mettre 3 ans. Et l'autre lui dit, donc, ça veut dire qu'on va mettre les visières et les masques pendant 3 ans. Et le médecin lui dit, ben, vous voulez faire quoi? Comment? Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà les consignes qu'on a. Donc, quelqu'un qui, dans le conseil de l'ordre, n'est pas informé, reçoit ces informations de BFMVC, de CNews, de LCI, tout ça, parce que ces chaînes vont chercher l'information dans les laboratoires qui, eux, sont en train de mettre sur point un vaccin qu'on est déjà en train de vous imposer et que beaucoup sont déjà en train de courir prendre. Ce même médecin dit qu'il ne sait pas, mais la chose dont il est certain,
c'est que le vaccin que nous avons actuellement n'est pas fiable. Et qu'on est parti pour au moins 3 ans de port de masque. En fait, ce qu'il veut vous dire, c'est que tant que vous ne vous êtes pas tous fait vacciner, ils ne vont pas vous lâcher. Voyez-vous? Tant que vous ne vous êtes pas tous fait vacciner, ils ne vont pas vous lâcher. C'est ça le message en fait. Et j'ai demandé à cette dame qui était chez le médecin là, que mais comment tu ne lui as pas posé la question de savoir comment ça se fait que ce soit chez BFMVC qui reçoivent les informations. Ça, il y a un truc qui ne tient pas la route là. Vous comprenez cette cacophonie? Bon, ça, ce n'est que l'une parmi tant d'autres. Donc, sachez que pour certains médecins du Conseil de l'Ordre, on n'est pas sorti de là avant au moins 3 années. Et eux, ils sont certains, lui, le monsieur, lui, pour le coup, il savait que il disait que ce vaccin n'est pas au point. Donc, tout ce qu'on nous raconte, c'est faux. Voilà l'information qui a pu être tirée de ce monsieur. Voyez-vous? Maintenant, on va aller écouter le documentaire, le discours de Florent Philippot, en espérant qu'ils ne vont pas me le péter en cours de route. Allez, c'est parti. Je ne sais pas s'il faut que je le mette encore plus petit pour que ça ne se voit pas. Bon, je ne peux pas mettre le plus petit. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je n'aime pas du tout être grandiloquent quand il ne faut pas l'être, mais là, je pèse mes mots, l'heure est grave. Et elle est vraiment grave. A été déposé en effet ce 21 décembre soir, en catimini, un projet de loi par le Premier ministre Jean Castex. Je vais vous mettre évidemment en description le lien vers le site de l'Assemblée nationale et ce projet de loi, qui fait entrer dans le droit commun l'état d'urgence sanitaire et qui instaure en France le passeport sanitaire. Alors, là, vous entendez parler de droit commun. Vous entendez parler de l'Assemblée nationale. Florian Philippot, c'est un député. Donc, Florian Philippot vient vous expliquer que l'heure est très grave, qu'il y a des lois qui sont déposées en catimini, sans le consentement des représentants du peuple. Donc, ça s'appelle une dérogation inconsciente de ses responsabilités. Florian Philippot vient se positionner comme quelqu'un qui a la légitimité de vous représenter. C'est le rôle du député. Donc, un député est là pour que tu t'asseyes, tu ne foutes rien, et lui, il fait tout à ta place. Donc, il pense à ta place, il ressent les choses à ta place, il décide à ta place. C'est ça un député. Vous comprenez? Donc, quand tu le regardes bien, il n'a pas la gueule de quelqu'un qui est en colère quand même. Non? Si? Moi, je n'ai pas l'impression qu'il est en colère. Je pense que c'est quelqu'un qui est un bon comédien comme tout le reste. Bon, on va continuer. Notez bien ce qui a été dit. Hein. Et si vous avez des petits trucs à noter, relevez-les parce qu'on va en faire quelque chose d'intéressant. C'est qu'on continue. C'est-à-dire l'obligation vaccinale contre Covid-19. Sinon, vous perdez énormément de vos droits et de vos libertés. Vous devenez un citoyen de seconde zone. Par ailleurs, ce projet de loi, je vais revenir dans le détail, crée beaucoup de dérogations au secret médical et puis il instaure l'isolement de force
Vous allez voir, tout ça, c'est hallucinant. Le plus grave, tout est grave, mais le plus grave étant l'instauration du passeport sanitaire, ce qui est un projet, on va dire les mots, clairement dictatorial, clairement totalitaire. Alors, une fois que Florian Philippot a dit ça, qu'on va vous imposer un passeport vert, en fait, ce qu'il est en train de chercher, c'est votre aval. Il est en train de vous informer et il est en train d'arracher votre consentement sans que vous ne vous rendiez compte. Comment est-ce qu'il arrache votre consentement? Il vous montre que vous êtes impuissant et que vous ne pouvez rien faire. Parce que ces mauvaises gens injustes sont en train de faire des choses méchantes contre vous. Mais vous êtes impuissant, vous ne pouvez rien faire. Ça s'appelle de la manipulation psychique. On vous met dans un contexte, on vous fait valider ce contexte, et puis on vous dit, bon, ben, on va voir comment on va voir ce que ça va donner, il ne faut pas accepter, il faut manifester. Quelqu'un vient me dire que, à partir de tel jour, j'aurai à présenter un papier, un passeport pour marcher. J'aurai à présenter un papier, un passeport pour faire mes courses. Comme on vous a dit, vous avez à mettre le masque. Les gens disaient qu'ils ne vont pas mettre le masque, non? Vous voyez la quantité de moutons qui mettent le masque? Pratiquement 95%. 95% mettent le masque. Avec toutes les excuses possibles. Hein. Oui, mais c'est parce que je ne veux pas me faire chier. Oui, parce que je n'ai pas le temps à perdre dans les courses. Oui, mais c'est parce que franchement, tu vois, on a beau parler à ces gens, ils veulent rien comprendre. Oui, mais est-ce que vous avez le masque? Oui ou non? Oui, mais. Oui ou non? C'est pas oui, mais. Oui, bon, ok. C'est comme ça que ça va se passer avec le vaccin. Exactement comme ça. Pourquoi? Parce que dans la psyché de l'être, on est dans ce qu'on appelle la dérogation. Imaginez un seul instant que celui qui joue le rôle de représentant du peuple n'existe pas. Parce que c'est lui qui vous amène la patate chaude, en fait. Mais on vous le montre comme quelqu'un qui vient vous défendre, en fait. C'est ça le mécanisme de la démocratie, la démocrature. Celui qui amène la patate chaude doit être présenté comme celui-là même qui vient vous défendre. Et comme vous êtes habitué à la représentation et que celui qui est censé vous défendre vous dit que c'est chaud, on ne peut rien faire, à part marcher et rien d'autre, à part manifester et rien d'autre, eh bien, vous êtes impuissant. Donc, ce sur quoi j'ai envie d'attirer votre attention, c'est de vous dire que, en fait, je réalise, c'est pas que je réalise, je le sais, mais 80% des gens écoutent les députés en croyant que ces députés les défendent. Ils ne vous défendent pas. Ils vous manipulent. Ils obtiennent votre consentement de façon indirecte. C'est comme ça en fait, ils obtiennent votre consentement à travers l'impuissance que vous allez manifester face à ce qu'il va vous dire. C'est comme si, moi, j'arrive et je te dis, eh bien, purée, il y a un mec là-bas, il fait 5 mètres de haut. Franchement, je ne peux pas me battre avec lui. Et je suis venu vous prévenir, il va vraiment falloir que vous ne sortez pas. On va trouver une solution, pour l'anéantir, mais là, personne ne peut se battre avec lui. En fait, il est en train de vous démoraliser. Il récupère votre consentement de façon inconsciente parce que en validant que oui, tu as raison, on ne peut pas se battre avec lui, c'est votre consentement que vous donnez. Sauf que là, le fait que vous validez que c'est un député qui vous représente, vous donnez à chaque niveau de sa manipulation votre consentement. On ne peut pas forcer un esprit. On ne peut que manipuler un esprit.
a donné son consentement. On ne peut pas attraper un esprit. L'esprit, c'est la partie divine qui est en vous. Donc, il faut la manipuler. Et c'est ça qu'ils sont en train de manipuler. Votre psyché. En fait, Florent Philippot est en train de vous donner des putains de coups de massette sur la tête sans que vous ne vous rendiez compte. Je vous redemanderai de réécouter son discours. Il n'y a pas que lui, hein. Tous sont pareils. De réécouter son discours, vous allez voir comment il vous atteint directement dans votre psyché. Parce qu'il vous parle de lois, de normes, de ceci, de cela, pour vous faire consentir. Il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. On est dans un monde, dans une situation où il y a quelque chose à respecter. Il vient vous parler de loi, de droit. Est-ce qu'on est dans un contexte où il y a quelque chose à respecter? Venant de ces gens-là. Je vais le remettre en arrière que vous compreniez bien. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je n'aime pas du tout être grandiloquent quand il ne faut pas l'être, mais là, je pèse mes mots, l'heure est grave. Et elle est vraiment grave. A été déposé en effet ce 21 décembre soir, en catimini, un projet de loi par le Premier ministre Jean Castex. Je vais vous mettre évidemment en description le lien vers le site de l'Assemblée nationale et ce projet de loi, qui fait entrer dans le droit commun l'état d'urgence sanitaire et qui instaure en France le passeport sanitaire, c'est-à-dire l'obligation vaccinale contre Covid-19. Sinon, vous perdez énormément de vos droits et de vos libertés, vous devenez un citoyen de seconde zone. Par ailleurs, ce projet de loi, je vais revenir dans le détail, crée beaucoup de dérogations au secret médical et puis il instaure l'isolement de force. Vous allez voir, tout ça, c'est hallucinant. Le plus grave, tout est grave, mais le plus grave étant l'instauration du passeport sanitaire, ce qui est un projet, on va dire les mots, clairement dictatorial, clairement totalitaire. Alors, j'avais pas prévu qu'on le fasse, mais on va le faire. Là, ce samedi 26 décembre, on va se rassembler à l'initiative des Patriotes à Paris, à 15h, place Pierre-Laroque, Paris 7e arrondissement. Ben, il faut venir. Alors, je sais, il va falloir faire un effort. Je sais que c'est le lendemain de Noël. On annonce qu'il fera assez froid. Ben, je sais, mais il faut venir. Voilà, c'est votre liberté, c'est votre avenir, c'est l'avenir de vos enfants, ce sont les libertés de vos enfants, ce sont vos droits, c'est la liberté de la France, c'est la dignité des hommes et des femmes de notre pays. C'est la vision d'une nation, la vision de nos libertés. Enfin, je veux dire, venez, faites venir. Et évidemment, j'en appelle à tous les chefs, tous les responsables politiques, syndicaux, tous les personnels soignants, tous les restaurateurs, tout le monde de la culture, tout le monde, toutes les Françaises et les Français qui se sentent concernés par tout ça, peu importe les appartenances partisanes, politiques, religieuses ou je ne sais pas, c'est pas le sujet. Voilà. C'est pas le sujet. En fait, Florent Philippot, il est en train de vous faire valider la République. Tout ça, tout ce petit train-train-là, c'est pour faire valider. J'ai vu là, Florent Philippot est-il... Florent Philippot, il fait un bon travail avec les patriotes. Rejoignez-le, les Français. Alors, je reviens encore une fois de plus dessus. La France n'existe pas. Les Français, c'est un leurre. Je vais profiter de cette occasion pour remontrer ce que je disais. Dans les groupes, il y a ce qu'on appelle des meneurs de groupe. Des meneurs de groupe. On ne sait pas pourquoi, en tout cas, les gens refusent de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont souvent attirés par une personne plus que les autres. Et on appelle ça des meneurs de groupe. On ne veut pas vous expliquer. Il y a ce qu'on appelle le charisme. Le charisme d'un individu, c'est le magnétisme d'un individu. Et ce magnétisme agit sur une certaine distance. Électriquement, le magnétisme. Le charisme, si vous voulez. Il y a des musiciens qui ont un charisme. Mais le magnétisme
qui est développé derrière eux, ça s'appelle un égrégore. Et cet égrégore est fabriqué par les gens qui valident ce musicien, qui donnent leur énergie à ce musicien, qui sont fans et tout ce que vous voulez. Ils construisent quelque chose autour de ce musicien qui va agir de façon autonome plus tard sur le reste des gens. À telle enseigne que, des fois, on vous parle d'un musicien, vous vous asseyez vraiment pour voir quels sont les talents de ce musicien. Vous ne les trouvez pas, ces talents. Vous ne voyez aucun talent. Mais c'est la population, c'est les médias qui ont fabriqué ce faux musicien, cette fausse apparence qui est en réalité portée par l'égrégore que vous avez construit autour de lui. Et c'est cet égrégore qui agit en vous disant ce musicien est un bon musicien. Alors que c'est un musicien nullissime. Et que si vraiment on compare sa musique à d'autres musiques, tu te dis, mais purée, c'est pas possible. En fait, il y a 80% de véritables musiciens, voire 90, qui ne passent pas à la télé, qui ne peuvent pas chanter, qu'on ostracise. Voyez-vous? Donc, quand tu parles de Florian Philippot travaille avec les patriotes, ce sont des gens qui se reconnaissent dans la France. La France, entre parenthèses, je tiens à vous le rappeler, est une entreprise privée. Vu que ça ne passe pas bien dans la tête et l'esprit des gens, je vais vous démontrer ça encore une fois de plus en tapant sur Internet, Entreprise France. Bon, voilà ici. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être magicien pour comprendre. Je ne sais pas si c'est lisible pour vous. Voilà ici marqué statut INSEE enregistré à l'INSEE. Ah, voilà, 1947. Domiciliation, République France. Domiciliation, République France. Adresse 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 7508. Sirène 1 0000000 17. Sirette 1 0000000 17 00010. Numéro de TVA. Vous avez tout là. Donc, je pense que quand vous nous parlez de patriotes, à un moment donné, il va falloir que ça rentre bien dans la tête que la France est une entreprise privée comme les 90%, les 99% de ce qu'ils appellent pays, république, État. Ce sont des entreprises privées. Privées, c'est-à-dire que les gens vous font croire que vous travaillez pour un État, que vous êtes dans un État, vous êtes dans une collectivité. En fait, ce sont des privés qui se sont cachés derrière des dos de ce qu'ils appellent république, de ce qu'ils appellent État. Ce sont des entreprises privées. Il faut bien comprendre ça. Il n'y avait pas de différence, il n'y a jamais eu de différence entre les entreprises privées et l'État, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un tour de passe-passe, c'est par un tour de mystification qu'on s'est mis à parler de république, de pays, d'État. Et on vous a fabriqué un concept derrière cette histoire de pays que ça n'arrive pas, on n'arrive pas à enlever de la tête des gens que, en fait, ce sont des privés. Donc, ce que vous m'appelez patriotes, ce sont des patriotes d'une entreprise privée. Une entreprise privée qui a pour rôle d'aller faire des guerres à d'autres républiques pour garder le maximum et jeter des miettes
à la population pour qu'elle ferme sa gueule. Jeter les miettes à travers les assédiques, à travers le RSA, à travers les aides sociaux, à travers la Sécu, à travers ce que vous voyez là. C'est les miettes qu'on vous jette. L'État est là pour se donner une légitimité à vous mater, à vous maintenir serviles et esclaves. Et les députés sont là pour que vous vous détachiez de votre devoir d'agir. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont là, en réalité, pour vous empêcher, vous, de prendre vos responsabilités. C'est à ça qu'ils servent. C'est des tamis. Donc, il va falloir, à un moment donné, arrêter de parler de la France comme quelque chose qui vous appartient. Ça ne vous appartient pas. C'est pas à vous, la France. Vous mourrez pour quelqu'un. Vous mourrez pour le 440. Vous mourrez pour les 13 familles. Voilà. Vous mourrez pour la couronne d'Angleterre et le Vatican. Vous êtes leur marchandise et leur cheptaine. Vous comprenez? Il serait grand temps qu'on se réveille avec ce raisonnement-là. C'est un enfermement. Cette logique, ce raisonnement, montre que nous sommes encore enfermés, en fait. Donc, quand on demande de rejoindre Florian Philippot pour les patriotes, excuse-moi Boussad, je suis désolé de parler comme ça, ce n'est pas après toi que j'en ai, je suis en train d'expliquer le mécanisme qu'il y a derrière cette perception des choses. C'est un leurre, c'est une escroquerie, c'est un enfumage. Ce n'est pas parce qu'il est invité ou qu'il n'est pas invité quelque part qu'il ne fait pas partie du système. Nous tous là, nous sommes des maillons du système quand nous ne sommes pas conscients des enjeux et de là où on se trouve. Nous faisons le jeu du système, nous tous. Moi qui vous parle aussi. Il faut savoir quel est le rôle que tu joues dans ce système. Pour que ça marche, il faudrait que nous soyons inconscients du rôle que nous jouons. Sinon, ça ne marche pas. La dissonance cognitive là, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas les calculer. Il ne faut pas les accorder du crédit. Ils n'existent pas. Ils ne sont pas des autorités. Ils ne vous représentent pas. Ils ne sont rien ni personne à vos yeux. Non mais, c'est pas compliqué ce que je vous dis. Tant qu'on n'a pas compris ça, mais le système continue tranquillement. Et ça, on est en train de parler du bac à sable. Parce que là, on est sur le côté bac à sable. Je vous ai déjà dit que cette guerre, elle est spirituelle. Alors, pardon, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. J'ai dû faire une capture d'écran. C'était trop marrant. Alors, c'était quoi déjà? C'est un internaute qui s'appelle Ne sois pas triste. Bon. Il me dit que je suis Jules, t'es un islamophobe. Pourquoi tu parles d'union? Je suis un islamophobe. Ne sois pas triste a décidé que j'étais un islamophobe. Et pourquoi je parle d'union? Je me suis amusé à regarder le nombre de gens morts pendant les guerres religieuses. En fait, c'est affolant. Les gens morts sur les idéologies religieuses, au nom de Dieu, au nom de Allah, au nom de la Sainte Croix. C'est affolant. Je ne peux pas cautionner des gens qui sont sous des égrégores, qui se sont construits sur du sang, de la violence, le crime. Je ne peux pas. Est-ce que cette fois-ci, c'est clair? Je ne peux pas être sous l'égrégore des gens qui, avec le couteau, les épées, sont allés tuer des millions d'êtres humains parce que eux, ils ne croyaient pas en leur Allah. Est-ce que c'est clair cette fois-ci? Est-ce que c'est clair? Parce que Dieu n'a envoyé personne tuer qui que ce soit.
pour quelque raison que ce soit, pour lui imposer sa manière de penser. Donc, ne renverse pas les choses. Si tu m'écoutes là, islamophobe, ça ne veut rien dire. C'est comme vos propos complotistes, antisémites et blablabla, négationnistes. C'est la même chose. Tu vois? C'est la même sauce. Là maintenant, c'est comme des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. On va les trouver un nom. Et je n'en ai rien à cirer de vos concepts-là. Voilà des gens qui prétendent combattre des concepts et qui les utilisent. Mais tu es simplement, en fait, à travers tes propos, en train de montrer que tu es un mouton du système qui est à fond dedans. Mais si j'ai voulu relever ça, c'était pour dire ce que je suis en train de dire là. Je ne suis pas dans. Ils ont fait du mal, mais ils ont aussi fait du bien. Dans les 8 mais. Je ne suis pas dans ça. Est-ce qu'ils ont fait du mal? Oui ou non? Oui, ok, ça ne m'intéresse plus. Ce n'est pas pour moi. Est-ce qu'ils ont tué, ils ont génocidé mes ancêtres? Oui ou non? Est-ce qu'ils ont diabolisé ma culture? Oui ou non? Oui? Bon, ok, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas faire union avec des religieux. Donc, si dire ce que je viens de dire signifie que je suis contre les musulmans ou que je suis contre les chrétiens, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Parce que le musulman n'est pas une religion. Le chrétien n'est pas une religion. C'est un être vivant. C'est un être vivant qui a une idéologie religieuse. Ce n'est pas un musulman. Il n'y a pas quelqu'un que tu vas poser sur la tête, sur la table, tu fais un scanner et le résultat sort musulman ou le résultat sort chrétien. Ça n'existe pas. Donc, musulman est une idéologie. Tu prends quelqu'un, tu le mets quelque part, tu l'habilles en prêtre, c'est un musulman, tu vas croire que c'est un prêtre. Et inversement. Donc, musulman n'existe pas. C'est une idéologie. Donc, je ne peux pas être contre quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que cette fois-ci, c'est clair? C'était une parenthèse. On continue. Donc, les amis, s'il vous plaît, revenons un peu sur la République. La République ne vous appartient pas. La République appartient aux gens qui l'ont créée. Donc, même quand vous dites, oui, notre argent, nos impôts, c'est pas votre argent, c'est pas votre impôt. Vous faites exploiter par une entreprise qui vous utilise comme des outils de production. Point barre. Vous n'avez aucun droit là. Les républiques, c'est le Vatican, pardon, la couronne d'Angleterre. Et les êtres qui sont là, eh bien, ils ont été vendus au Vatican. Encore des religieux. Avec leur super-héros qui arrive dans pas longtemps et qui va venir vampiriser l'énergie des Africains qui sont les plus nombreux à être dans cette croyance. Vous donnez votre énergie à une entité qui vous détruit, qui a détruit vos ancêtres et qui continue à vous détruire. Vous donnez votre énergie. Non mais c'est exactement comme la République. Vous donnez votre énergie à une entreprise privée que vous considérez comme la vôtre, comme votre pays, mais en fait qui vous exploite. C'est exactement le même mécanisme. Comment vous voulez combattre quelque chose que vous alimentez? Comment vous voulez combattre quelque chose que vous alimentez? Moi, je ne comprends pas en fait. Donc, on va sortir de celui-ci. Voilà ce que le monde devient. L'image que j'ai prise derrière n'est pas une image prise au hasard. Voilà ce que le monde devient. Donc, j'étais en train de vous dire que Florian Philippot vous vend la République comme étant la vôtre. Florian Philippot vous vend la France comme étant la vôtre. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui ne laissent plus aucun doute. Et les derniers travaux de Michel Collomb sur la question, qui décortiquent tous les non-dits des guerres. On croit faire les guerres pour les pays, pour les nations.
pour aller tuer le Bosch. Mais en fait, on est en train de se tuer pour les intérêts des entreprises privées qui, eux, ne se font pas la guerre, mais diminuent la population. En fait, c'est ce que je veux vous dire. Vous voyez la manipulation, comment ils font. Ils veulent vous amener à vous entretuer. Ils inventent quelque chose, comme le mouton est toujours prêt à plonger. Le mouton qui se reconnaît patriote, nationaliste, souverainiste, républicain, et bidule, et bédale. Il prend le fusil, il va tuer l'autre. Mais en fait, ils veulent simplement diminuer la population. Vous n'avez rien compris. Et justement, si vous comprenez, vous n'allez pas le faire. Donc, il faut qu'on vous manipule comme ça, là. Et une fois que c'est fini, la France et l'Allemagne font semblant de ne pas s'aimer. Et après, hop, ils deviennent les meilleurs amis. Ah bon? Et tout le sang versé là. C'était pour que dalle, en fait. Non. C'était pour quelque chose, mais on ne peut pas vous expliquer. Il fallait diminuer un peu la population. Et les récalcitrants qui se trouvaient dans la population, les gens comme les Jean Moulin et tout ça, il fallait les neutraliser. Ils commençaient à devenir gênants. On parle de la France, on parle de la liberté avec un L majuscule. On parle de la France, on parle de la liberté avec un L majuscule. Il revient encore avec ce rêve de la France avec la liberté. Je vous ai produit des vidéos ces temps-ci avec les propos des Occidentaux, des historiens occidentaux. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils disent. Il n'y a jamais eu de liberté. Il n'y a jamais eu de liberté. Jamais. La liberté, c'était un leurre. Même quand ils ont fait ce qu'ils appellent leur garde républicaine, ils appelaient ça, à la base, ils voulaient appeler ça la garde bourgeoisie. Après, ils ont appelé ça garde nationale. Et c'est encore les mêmes gens qui se sont mis en tant que garde nationale pour mater le peuple. En fait, il n'y a pas 3 guerres. Il y a 2. Mais elles utilisent, ces guerres-là, des techniques et des stratégies tellement nombreuses que si tu n'es pas prêt à capter comment ça se passe, tu ne comprends rien. Ils utilisent la religion. Ils utilisent les pays, ils utilisent les divisions de ce genre. Voyez-vous? Ils utilisent la médecine, ce qu'ils appellent la médecine. Ils utilisent le commerce. Ça, c'est les outils pour s'imposer. Ils utilisent ce qu'ils appellent les lois. Les lois, moi, tu violes quelqu'un que je connais, un enfant, peu importe, et tu reçois 6 mois de sursis. 6 mois de sursis. Tu violes un enfant, tu détruis toute sa vie. C'est ça qu'on appelle une loi. Non, mais attendez. Non, mais sans blague. Et par contre, toi qui vas aller voler une banane, toi, pour le coup, tu vas aller en prison. Ou Laurent Gbagbo qui n'a rien fait, qui est incarcéré depuis des dizaines d'années, qui ne peut pas bouger, qui a été acquitté. Je dis bien acquitté, c'est pas comme s'il y a eu non-lieu qu'on ne sait pas. Acquitté, ça veut dire qu'on a regardé tous les éléments. Et on en a déduit qu'on ne peut pas l'accuser. Non-lieu, ça veut dire qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr. Au bénéfice du doute, on te laisse. Mais un acquitté, il est interdit de circuler pendant que les criminels comme les Sarkozy, ils vont partout. C'est ça que vous m'appelez la justice? Vous comptez sur quoi en fait? Vous manifestez pourquoi au juste? Vous comptez sur qui en fait? Sur ces criminels-là? Oh, mais c'est une blague. Ah, franchement, le pays des droits de l'homme. Et le pays des droits de l'homme qui proclame le prétendu droit de l'homme et qui dit que les femmes n'ont pas le droit de voter. Ah ouais? C'est De Gaulle qui a apporté ça. Les femmes n'ont pas le droit de voter. Vous n'êtes pas des êtres humains. Vous n'avez aucun droit. Dans le pays des droits de l'homme, ce sont des hommes qui pondent les hommes. Ah, j'avais oublié qu'il y a beaucoup d'homosexualité par là. Allez, on continue. Et de la dignité des Françaises et des Français. Donc, je vous appelle à venir et puis rejoignez-nous. Ça, c'est la carte orange d'adhérents aux Patriotes. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. Oui, cette carte orange, c'est un passeport. Ce n'est pas le passeport sanitaire, c'est l'anti-passeport sanitaire. Voilà. C'est le passeport pour la résistance, le passeport pour la liberté. Ça coûte combien?
Une petite carotte entre-temps. Ça coûte combien? Ah, putain. J'en peux plus, je vous assure, les amis. Je ne sais pas ce qui me fait tenir, mais deux fois, j'ai dit, Jules, prends tes vacances, vas-y, va te reposer. Il n'y a plus rien à faire. Ah, putain. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok. Ah, il vous remet dans une case. Voyez-vous? Il vous remet dans une case. Donc, alors, vous allez adhérer ou pas, les gars? Elle est belle, la carotte. Elle a la couleur qui va avec en plus. Oh, punaise. Et les moutons, ils sont là. Florian Philippot, Florian Philippot, Florian Philippot. Il y en a marre, il faut Florian Philippot. Mais c'est la même sauce. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Vous votez la gauche, vous votez la droite, vous votez l'extrême gauche, vous votez l'extrême droite. C'est tout pareil. Mais regardez Mitterrand. Mitterrand, c'était un gars un fasciste. Il vous a dit qu'il a été attrapé par les nazis et tout ça. C'est faux. C'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est fabriqué. C'est faux. Vous ne voyez pas que Mitterrand, il kiffait les Allemands en fond. Suivez ses discours. Vous allez voir, il les défendait toujours. C'était un fasciste. Il était dans le régime fasciste d'Italie, avec les parents de Valls. C'est les mêmes gens. Il est quitté de là pour devenir socialiste. C'est la même sauce. C'est la même sauce. Ces gens-là, ils se foutent de notre gueule. C'est les mêmes gens. On vous présente Hollande comme quelqu'un de gauche. C'est les mêmes nazis. C'est les mêmes nazions. C'est les mêmes gens. Et ils se battent pas entre eux. Leurs enfants ne crèvent pas dans les guerres. Ce sont vos enfants qui vont mourir dans les guerres. Eux, ils ont bien protégé leurs enfants et leurs entreprises et toute leur famille. Et le mouton est toujours là en train de dire qu'il se bat pour la République. Ça n'existe pas. La République, c'est un leurre pour que les entreprises privées qui utilisent votre main-d'œuvre, qui utilisent les gens pour aller faire la guerre, soient sous une tutelle de légitimation derrière ce qu'ils appellent un pays. Ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les êtres vivants. Vous existez. Et on se paye vos têtes. Alors, où est-ce qu'on en était? C'est encore long, mais je ne sais pas si je vais tenir tout le long, c'est chaud. Il me fatigue ce gars. Alors, où est-ce qu'on en était? À l'adhésion. Ok, allez, c'est parti. Le passeport pour la France et la France libre et votre liberté. Donc, restez pas seuls. Je vous attends. On a tous besoin les uns des autres et vous êtes, vous le savez, les bienvenus d'avance. Alors effectivement, ce 21 décembre au soir a été déposé en catimini. Et ce matin, les médias n'en parlent pas, c'est hallucinant. Je cite, « Projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires » et donc déposé et présenté par Jean Castex, Premier ministre. Je précise qu'il s'agit, c'est précisé en toute lettre, d'une procédure accélérée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelait avant 2008 la procédure d'urgence prévue par l'article 45 de la Constitution, qu'on appelle maintenant procédure accélérée, qui est très souvent utilisée, mais qui permet effectivement beaucoup moins de débats parlementaires. Le but pour le gouvernement, c'est que ça aille très vite. Et vous voyez qu'il dépose ça à quelques jours de Noël pour pas trop qu'on en parle. Là, il vous sort le blablabla, le blablabla, le blablabla de... Hein, vous voyez? Allez, laisse tomber. Alors, quel est le but présenté, affiché de ce projet de loi? C'est de prendre le relais de l'état d'urgence sanitaire qui doit s'arrêter normalement en France le 1er avril prochain, donc 2021. Et il va instaurer ce qu'il appelle 3 régimes d'urgence. Le premier, c'est celui des menaces sanitaires graves, on va y revenir. Le deuxième, c'est celui de l'état d'urgence sanitaire, sous lequel on vit aujourd'hui, mais va être aggravé, vous allez voir. Et le troisième, c'est celui de la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Bon. En fait, je vous répète une fois de plus. Ce qu'il est en train de faire là, ce sont des mécanismes pour atteindre votre psyché, pour vous abattre, pour vous anéantir, pour arracher votre consentement et vous démontrer votre impuissance. Ça, c'est les philosophes de lumière qui disaient ça. Que la meilleure
manière d'avoir la paix sociale, c'est de montrer au peuple, c'est de montrer au peuple son impuissance. Là, il est en train de vous montrer votre impuissance. Mais ce n'est pas ça votre impuissance. Votre impuissance, c'est là dans votre tête. Si vous me permettez cette image. C'est dans votre psyché. C'est dans votre consentement, votre impuissance. C'est dans la peur qu'on induit en vous. Comme je vous ai dit, les mots ont un sens. Si vous n'entendez nulle part état d'urgence, Covid, vous n'aurez pas peur. Imaginez que vous allumez vos télés et que ce soit même une fake news. Tous vos médias et qu'on vous dit dans tous les médias, tout ce que vous entendez, on vous dit que Macron n'est plus, peu importe, ce système-ci n'est plus, et qu'il n'y a que ça que vous entendez pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Vous attendez qu'une contre-vérité arrive, puisque vous êtes habitué à avoir des fake news, donc vous attendez une contre-vérité. Vous allez fouiller partout, tout le monde confirme ça. Et pourtant, c'est faux. Voyez-vous? Vous imaginez un peu l'état d'esprit, le baume et l'état d'esprit psychologique dans lequel vous serez, dans cette énergie puissante et positive dans laquelle vous serez. Donc, lui, il fait l'inverse, en fait. Il vous tire vers le bas. Mais vous ne vous rendez pas compte. Il n'est pas seul, hein. Peut-être lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors, première chose, dérogation au secret médical. Je cite texto le projet de loi. Je cite, « Il est proposé de bâtir un cadre pérenne des systèmes d'information de crise avec autorisation de dérogation au secret médical. » Je cite toujours, « Ce texte donne compétence aux autorités sanitaires pour créer des traitements de données à caractère personnel pouvant déroger au secret médical. » Et je vais vous lire, issu de ce projet de loi, plus exactement la section 3, système d'information, sous-section 2. Je vous lis ceci. Voilà. Lorsque l'état de crise sanitaire prévu à l'article L, etc., sont déclarés, lorsqu'une situation sanitaire exceptionnelle rend nécessaire l'identification et le suivi des personnes affectées ou contaminées ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de la Santé, les agences sanitaires nationales, les ARS et les organismes d'assurance maladie peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel concernant la santé des personnes, le cas échéant sans leur consentement. Voilà, ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose. Voilà, vous comprenez, il est en train de vous dire qu'on va vous mettre en prison sans vous demander votre autorisation. Voilà. Mais c'est lui qui porte la patate chaude, en fait. Parce que si Macron vient vous dire ça, si un ministre vient vous dire ça, vous voyez, ça ne va pas sonner pareil. Il faut que ça passe dans un contexte de contestation. Ouais, ils ont fait ça en cachette. C'est quelqu'un qui nous aime bien, qui vient nous informer. Comme ça, on ne l'agresse pas. Mais vous avez l'information. C'est qu'ils veulent vous faire passer comme info. En même temps, ils sondent pour voir si le vulgus, le peuple est toujours aussi mou du cul. Ils voient. Et puis Florent Philippot dit, ne t'inquiète pas, ils n'ont même pas adhéré, ils n'en ont rien à foutre. C'est bon, feu vert, tu peux. Parce que ça les a pas touchés, ça les a rien dit. S'en fout, c'est bon. Et vous croyez qu'il est en train de vous défendre. Il ne vous défend pas du tout. Il ne vous défend pas du tout. Il vous empêche d'agir. C'est pas que lui. Le contexte, le mécanisme, peut-être lui-même, il ne sait pas qu'il joue ce rôle-là. Parce que si tu n'as pas un représentant, si tu n'as pas quelqu'un qui agit à ta place, mais mon gars, tu te bouges. On ne te demande même pas de te bouger. Tu te bouges. Tu vois? C'est ça, c'est l'opposition contrôlée. C'est exactement ça. Il souffle le chaud et le froid. Effectivement, c'est ça. Je prends son exemple, mais c'est valable dans tous les systèmes de démocrature du monde. Hein. C'est partout pareil, en fait. Ce n'est pas que la France. Hein. Ou l'entreprise France, si vous préférez. Ce n'est pas que ça. C'est partout pareil. Le premier régime d'urgence, c'est ce qu'ils appellent, donc, je vous l'ai dit, l'état de crise sanitaire. Donc, c'est le régime des menaces sanitaires graves. Alors, celui-ci, il est déclaré, il commence par un décret motivé
Donc, il n'y a pas du tout de loi. Il peut être prolongé tous les 2 mois par simple décret. Donc, encore une fois, la loi n'intervient pas. Le deuxième régime, c'est celui de l'état d'urgence sanitaire. Alors, il est conforté dans la loi que c'est bien mis en place par un simple décret en Conseil des ministres pour 1 mois. Et ensuite, si on veut des prolongations, c'est par la loi. Mais au départ, pendant la durée d'1 mois, ce qui n'est quand même pas rien, un simple décret en Conseil des ministres suffit. Et la... Vous comprenez qu'il n'est pas opposé aux lois. Hein. Là, il est en train de vous faire un travail d'hypnose, en fait. Il faut bien comprendre ça. Derrière ces propos, le montage tel qu'il est fait pousse à l'hypnose. Là, c'est de la suggestion indirecte, subtile. Il est en train de vous hypnotiser. C'est comme ça qu'on hypnotise le peuple. Partout, ces gens ne parlent pas au hasard et ils n'utilisent pas les mots par hasard. Tout ce contexte est fait pour nous maintenir là-dedans. Même nos médecins là qui disent que oui, ça n'a mal, l'état d'urgence, c'est pas possible et tout ça, qui ne parlent pas de Bécham, qui vous disent que le virus existe. Même eux, ils sont dans ce système. Voyez-vous? Ils sont dans ce système. C'est de la discorde contrôlée. Je vais reculer un peu. Qui n'est quand même pas rien, un simple décret en Conseil des ministres suffit. Et la loi précise que dès qu'on entre par décret dans l'état d'urgence sanitaire, on met en place un comité scientifique avec un président du comité scientifique, c'est-à-dire une pérennisation là aussi du conseil scientifique, vous savez, de Jean-François Delfrécy, etc. Alors, cet état d'urgence sanitaire, il permet au Premier ministre par décret, je cite le texte de loi évidemment, d'interdire à des personnes de sortir de leur domicile. C'est le confinement. 2, de fermer ou réglementer l'ouverture d'établissements recevant du public. Ça, c'est toutes les fermetures de restaurants, de salles, etc. actuelles. 3, de prendre toute autre mesure limitant la liberté d'entreprendre. Bon. Et alors là, vous allez voir l'alinéa 6, je vais vous le citer, c'est le passeport sanitaire. Je vous cite. Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux alinéas 1 à 5, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Mesdames et messieurs, c'est la définition du passeport sanitaire. Ni plus ni moins. Vous allez voir mes précédentes vidéos. Vous allez voir ce qui a été proposé par les compagnies aériennes, c'est exactement ça. C'est-à-dire que interdiction, vous voyez, donc on peut vous limiter vos déplacements, l'exercice de certaines activités, l'accès à certains lieux et l'accès à des moyens de transport. Donc vraiment, vous devenez un citoyen de seconde zone, et encore je suis gentil, c'est plutôt citoyen de 8e zone. Et ceux qui me disent, oui, mais c'est pas forcément le vaccin, c'est quand on lit le texte, ça peut être simplement un test de dépistage. Non, vous savez pas lire un texte, il est clairement écrit que on peut aussi exiger un vaccin. C'est eux qui choisissent, pas vous. Ce qui est déjà d'ailleurs bizarre de demander un test de dépistage, mais le vaccin, c'est bien mentionné, vous l'avez vu, c'est écrit en toutes lettres, y compris l'administration d'un vaccin. Donc Macron nous a totalement menti quand il a parlé de liberté vaccinale, et je vous avais dit, reprenez ma vidéo, que j'étais extrêmement méfiant sur cette promesse. Alors il faut quand même noter que même le Conseil d'État, pourtant si servile depuis le début de cette crise et qui a validé quasiment tout ce que l'exécutif voulait faire en termes de restriction des libertés, alors que je rappelle que normalement le Conseil d'État est le juge suprême des libertés en France, qui est censé nous protéger nos libertés, même là, dans son avis sur ce projet de loi, c'est le paragraphe 26, vous irez voir, le Conseil d'État tique un petit peu quand même, parce que ça va un peu loin quand même pour lui. Alors, je cite ce paragraphe 26, le Conseil... Non, mais ONG, dis-moi que c'est une blague. Non, mais franchement, dis-moi que c'est une blague. Dis-moi que c'est une blague. Dis-moi que la carotte n'est pas aussi grosse quand même. Non, mais dis-moi que c'est une blague. Ça, c'est l'adhésion? Putain. Waouh. Ah ouais. Bon, on remet en arrêt, ça mérite. Vu le prix de l'adhésion, contentons-nous de l'audit. Punaise. Restriction des libertés, alors que je rappelle que normalement le Conseil d'État est le juge suprême des libertés en France, qui est censé nous protéger nos libertés. Même là, dans son avis sur ce projet de loi,
c'est le paragraphe 26, vous irez voir. Le Conseil d'État tique un petit peu quand même, parce que ça va un peu loin quand même pour lui. Alors, je cite ce paragraphe 26. Le Conseil d'État souligne la portée de la disposition permettant au Premier ministre de subordonner tout ce que je vous ai dit, donc l'accès à certaines activités, dont l'exercice même de certaines activités professionnelles, précise le Conseil d'État, il a raison, et à certains lieux, dans le cas échéant, la simple sortie du domicile, à la présentation du résultat d'un test de dépistage concluant à la non-contamination de la personne ou à la prise par celle-ci d'un traitement préventif ou curatif, dont le vaccin, là le Conseil d'État ne le reprécise pas, mais c'est bien écrit dans la loi. Cette disposition, écrit le Conseil d'État, va au-delà des dispositions actuelles qui mentionnent le seul dépistage préalable à l'accès à certains moyens de transport aérien. Donc le Conseil d'État dit, pour le moment, ce que vous écrivez là dans la loi, ça n'existe que du point de vue du test et ça ne concerne que l'accès au transport aérien. Donc c'est beaucoup plus limité que ce que vous mettez dans votre loi. Alors le Conseil d'État, ceci dit, n'en tire pas de conséquences extraordinaires. Il ne dit pas que c'est contraire à la Constitution ou je ne sais quoi. Non, il dit simplement que il faudra veiller à encadrer ce qui sera interdit. Donc il tique vraiment un tout petit peu. Bon. Mais quand même, si même lui tique, le grand servile Conseil d'État, c'est qu'il y a quand même un problème et que c'est vraiment grave. Alors, enfin, on a également la mise en isolement obligatoire dans cette loi. Donc, il est prévu dans la loi que ce sera au choix des personnes qui seront isolées de force. Soit ce sera à leur domicile, soit ce sera, je cite, dans des lieux d'hébergement adaptés. Ça pourra durer maximum 14 jours avec prolongation maximale pour 1 mois. Et ces personnes mises en isolement obligatoire pourront faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, qui normalement est le juge devant lequel vous faites un recours quand vous voulez éviter la prison, par exemple, ou sortir de prison plus tôt, etc. Donc on voit bien quand même le régime carcéral, qui ne dit pas son nom, mais on en retrouve quelques acteurs. Voilà. Alors tout ça, je vous ai fait un décryptage, je vous mets le lien évidemment en description de ce projet de loi, c'est extraordinairement grave, c'est dictatorial et totalitaire, ultra-autoritaire, je vous le redis. Il n'y a évidemment toujours aucune stratégie sanitaire en France sur la prévention et le traitement. Aucune. On est vraiment, là vous voyez bien, dans la restriction permanente de nos libertés et de nos droits. Donc il n'y a pas de liberté vaccinale, je vous l'ai dit. C'est la création du passeport vert voulu par la députée Valérie Six il y a quelques jours, qui était à mon avis donc un ballon d'essai pour l'opinion. Valérie Six, elle n'avait pas son autonomie, elle était juste là envoyée par le gouvernement pour faire un petit ballon d'essai. C'est le passeport sanitaire en France. Donc, il faut mobilisation maximale, quelles que soient nos opinions, je vous l'ai dit, peu importe. Rendez-vous ce 26 décembre, samedi, 15h, place Pierre-Laroque, Paris 7, contre ce projet de loi Castex instaurant l'état d'urgence permanent et le passeport sanitaire. Besoin de vous, j'ai besoin, on a besoin, tous les uns des autres. Rejoignez-nous. Le lien pour adhérer, ici, se trouve en cliquant directement sur l'écran et le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve également sous la vidéo en description et en commentaire épinglé. Eh bien, énorme. Ça, c'est une patate chaude pour les moutons. Il y en a, quand ils ont un problème, ils ne cherchent pas à savoir. Ils veulent trouver des solutions sans savoir de quoi est-ce qu'ils souffrent. Et quand tu leur proposes de savoir déjà de quoi est-ce qu'ils souffrent, ils ne veulent pas savoir. Voyez-vous? Je répète encore. On ne peut pas améliorer un système qui s'est bâti sur du sang. Donc, Nelly Gomez, il n'y a pas à réparer des trucs qui se sont faits sur du sang. Est-ce que tu comprends français? On ne peut pas améliorer un système qui s'est construit sur du sang. Et j'ai déjà répondu à cette question des milliers de fois. Il faut l'ignorer. Il faut tourner le dos à ça. Est-ce que ce n'est pas clair? Les Chinois, ils achètent leurs produits entre eux, non? Ils ont fait tomber l'économie française, européenne. Pourquoi on ne peut pas prendre directement les produits chez les producteurs? Ce que je fais régulièrement, sans passer par les grandes entreprises. Court-circuiter le système. Échanger entre nous. Déjà, pour faire tomber le capitalisme là. Déjà, rien que ça. Tu me demandes quelle solution? Il y a des milliers de solutions. Ta question, c'est une provocation. Donc, quand tu auras le temps, tu vas monter, on va en parler. Il n'y a pas de souci, ma grande. Si tu es une fille. Ah, vite. Non, mais là, c'est fort quand même. Franchement,
si quelqu'un ne voyait pas cette carotte-là arriver, si quelqu'un ne voyait vraiment, vraiment pas, tant qu'on n'a pas compris, tant que les gens n'ont pas encore compris que, en fait, ce mécanisme-là est justement fait pour nous empêcher d'agir, ça va être compliqué, très compliqué, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était quand même nécessaire comment dirais-je, de faire quelque chose sur ce domaine-là. Je lance d'abord la petite partie de notre cher ami. Lui comme dirait Eric Merel, Magnéto Serge. Il nous avait mis une grosse carotte. Moi, j'ai rien dit, moi. Ok. Bon, c'est parti alors. Bah, Magnéto Serge, hein, voilà. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Et pourquoi est-ce que, selon vous, le RIC, ça reste une mesure phare des Gilets jaunes? Les semaines passent et cette revendication, elle reste la même. Moi, à titre personnel, comme beaucoup, je pense que c'est la seule chose pour l'instant à revendiquer. Parce qu'on sait très bien que toutes les revendications qu'on a escompté avoir depuis le début, que M. Macron nous a donné en partie, ça a déjà été tout repris, l'essence a déjà réaugmenté, des gens ont perdu en moyenne 150 € sur les APL. En fait, tout réaugmente. En fait, si on nous donne quelque chose, quelques mois après, c'est reparti. C'est pour ça que le RIC est très, très, très important. C'est pour qu'on puisse vraiment avoir un pouvoir de décision sur le long terme. Les trésors de la République. Sophie Orange. Sans aucun doute, Sophie Orange, s'il est un lieu où règne depuis 2 siècles l'esprit de la République, c'est bien à la loge du Grand Orient de France, rue Cadet, à Paris. Au-dessus de cette façade grise des années 60, les drapeaux français se voient de loin. Bleu, blanc, rouge, les couleurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, devises chères aux francs-maçons. Ils sont 150 000 en France, 50 000 au Grand Orient de France, l'obédience la plus importante. Entrons directement dans le Saint des Saints avec Pierre Mollier, la mémoire du lieu. Donc là, nous entrons dans le Grand Temple. Le Grand Temple impressionne par sa taille. Une partie de l'histoire s'est écrite ici. Depuis 1852, il en reçoit les travaux maçonniques les plus éminents. Entre 1880 et 1814, toutes les lois fondatrices de la Troisième République, le suffrage universel bien sûr, mais aussi la loi sur la liberté de la presse en 1880, la loi sur la liberté d'association en 1901, les lois sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État en 1905, toutes ces mesures ont été discutées dans ce lieu avant d'être discutées puis votées au Parlement et mises en œuvre par la Troisième République. Entre 1880 et 1814, toutes les lois fondatrices de la Troisième République, le suffrage universel bien sûr, mais aussi la loi sur la liberté de la presse en 1880, la loi sur la liberté d'association en 1901, les lois sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État en 1905, toutes ces mesures ont été discutées dans ce lieu avant d'être discutées puis votées au Parlement et mises en œuvre par la Troisième République. Merci de votre invitation et d'avoir rappelé que nous étions une obédience, que je préside une obédience de plus de 50 000 membres aujourd'hui. Et comme vous le savez vraisemblablement, le Grand Orient de France comporte en ses rangs de très nombreux acteurs du monde éducatif, qu'il s'agisse évidemment des enseignants ou de l'ensemble des acteurs de périscolaire, et cela depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'université. Nous considérons que l'école publique est le pilier et le creuset de la République. Est-ce que vous avez toujours une influence politique ? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça ? Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. Attention les téléspectateurs, peut-être franc-maçon aujourd'hui en France pour réussir. Mais simplement, le réseau en tant que tel fonctionne toujours pour
un certain nombre de décisions, de nominations. Je raconte dans mon livre, par exemple, comment c'est pas il y a un eu fantasme de journaliste. Bah, écoutez, on aime ces mondes secrets ou on aime ces mondes secrets. Sophie... Jean-Pierre Raffarin doit être aussi un type qui fantasme beaucoup. Quand il était Premier ministre, un jour il a dit à Francis Mer, son ancien ministre de l'économie, j'aurais jamais pensé que les francs-maçons étaient aussi influents et puissants en France. À quel propos a-t-il dit cela? Eh bien parce que il y a eu en 2004 une grosse bataille pour savoir qui allait être le prochain président d'EDF. EDF est un enjeu de pouvoir très important en France, comme vous le savez. Et il y a eu effectivement un camp qui soutenait François Roussely et qui était un camp composé notamment de maçons, et puis un autre camp qui n'était pas tellement pour. Et effectivement, Matignon, et ça, tous les conseillers de Raffarin me l'ont raconté dans le détail, c'était d'ailleurs désopilant, était assailli de coups de fil de francs-maçons. Alors précisément, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'Yvette Nicolas, vous étiez la plus proche collaboratrice de Raymond Barre quand il était Premier ministre, puis maire de Lyon. 33 ans. Voilà. Alors, est-ce que aussi près du Premier ministre de l'époque, vous exerciez une influence? Est-ce que les francs-maçons ou maçons vous appelaient pour vous dire tu peux pas nous aider à faire passer telle ou telle idée? J'étais pas franc-maçonne à l'époque. J'étais pas franc-maçonne à l'époque, je suis rentrée qu'en 83, et quand on m'avait proposé de devenir, alors que j'étais à Matignon, effectivement, j'ai refusé, parce que je pensais à l'époque, je rejoins Sophie, que c'était vraiment qu'on allait me manipuler. Et j'ai eu tort. J'aurais dû rentrer avant. Mais par contre, j'avais posé la question à Monsieur Barre, en lui disant, on me demande, mais je ne le ferai pas si vous pensez qu'il ne faut pas. Il m'avait répondu, je me souviens que c'était à Davos, il m'avait répondu, écoutez, mon meilleur ami pendant 30 ans a été un juif franc-maçon. Donc, si vous le sentez, surtout, allez-y. Ça ne peut être que bien pour vous. La liberté d'expression est une de nos valeurs les plus violées aujourd'hui. Il faut comprendre comment les pouvoirs vont se débarrasser de nous. Et comment de nous? Ils vont se débarrasser d'abord des meneurs. Les meneurs, c'est les lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, ils n'ont comme défense que nous. Donc, je vous demande pas de devenir des lanceurs d'alerte, mais je vous demande, y compris ceux qui regardent sur Facebook et les réseaux sociaux, les lanceurs d'alerte ont besoin de nous tous. Ok, parfait. Alors... Je crois que les choses deviennent un peu plus claires pour certains. Et voilà, toute chose a une fin. Si la vidéo ne vous a pas plu, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous pouvez me donner une ou deux explications pour me permettre de me bonifier, ce serait toujours ça. Je vous remercie. Si la vidéo vous a plu par contre, vous appuyez sur le pouce bleu. Et si vous pouvez, je vous demande de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un d'autre. Et surtout de ne pas oublier d'appuyer sur votre cloche de notification pour que vous puissiez être à jour avec les notifications et les vidéos que je vous produis. Et si vous voyez mes fesses, ben c'est que je suis en train d'avancer. Je suis parti. Ciao, 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 bye. Je vous remercie. À très bientôt. Ciao, ciao.